l'espace de 2 jours, la Guinée-Bissau a connu une succession de faits accomplis dont rien a priori ne permet de discerner le dénouement. Jusqu'à samedi, elle avait 2 présidents rivaux. Mais à la mi-journée de ce dimanche, le président de l'Assemblée nationale, investi président par intérim vendredi soir, a annoncé qu'il renonçait à son poste. Un président de la République, par intérimaire, doit être créé toutes les conditions pour assumer sa responsabilité. Pour servir la Constitution de la République, amener la paix sociale dans le cadre de la Constitution, mais je n'ai pas ça. Et ma vie est en danger, la vie de ma famille est en danger, et la vie de ce peuple est en danger, et je ne peux pas remettre ça. La raison pour laquelle j'ai décidé de prendre cette décision pour éviter la confrontation entre les forces de l'autre côté et les forces qui me gardent, et aussi éviter une guerre, je ne sais pas si je peux l'appeler civile, en Guinée-Bissau. 2 mois après le second tour d'une présidentielle toujours pas définitivement tranchée, celui qui a été déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale, Umaro Sissoko Embalo, a forcé jeudi dernier les cours des événements sans attendre que soit vidée la querelle post-électorale. Il s'est fait donc investi président par son prédécesseur. Une fois installé dans le palais présidentiel, Umaro Sissoko Embalo a investi samedi Nuno Gomes Nabiam, nouveau Premier ministre. Nomination intervenue la veille après avoir démis le même jour le Premier ministre Aristide Gomez du PAIGC, reconnu par la communauté internationale. En ce qui concerne l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Domingo Simeos Pereira, il conteste toujours les résultats des urnes. Les assaillants suspectés d'appartenir au groupe djihadiste Boko Haram ont fait irruption sur des camions équipés de mitrailleuses dans le village de Rumirgo, dans le district d'Aslira-Ouba, samedi en fin d'après-midi. Ils ont tué 10 personnes dans une fusillade à l'aveugle, ce qui a fait fuir les habitants dans la brousse, a affirmé un milicien. Les djihadistes ont brûlé une dizaine de maisons, emporté des vivres et 2 remorques chargées de denrées alimentaires, a précisé un autre milicien. Aslira-Ouba, située près de la forêt de Sambisa, dans laquelle se trouvent des bases de Boko Haram, est l'objet d'attaques répétées. Le mois dernier, 3 soldats nigériens ont été tués dans la zone au cours d'un affrontement avec des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, branche de Boko Haram affiliée à l'État islamique. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait 36 000 morts depuis 2009 et provoqué le déplacement de 2 millions de personnes selon l'ONU. Le groupe djihadiste a étendu ensuite son action au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Les assaillants suspectés d'appartenir au groupe djihadiste Boko Haram ont fait irruption sur des camions équipés de mitrailleuses dans le village de Rumirgo, dans le district d'Aslira-Ouba, samedi en fin d'après-midi. Ils ont tué 10 personnes dans une fusillade à l'aveugle, ce qui a fait fuir les habitants dans la brousse, a affirmé un milicien. Les djihadistes ont brûlé une dizaine de maisons, emporté des vivres et 2 remorques chargées de denrées alimentaires, a précisé un autre milicien. Aslira-Ouba, située près de la forêt de Sambisa, dans laquelle se trouvent des bases de Boko Haram, est l'objet d'attaques répétées. Le mois dernier, 3 soldats nigériens ont été tués dans la zone au cours d'un affrontement avec des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, branche de Boko Haram affiliée à l'État islamique. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait 36 000 morts depuis 2009 et provoqué le déplacement de 2 millions de personnes selon l'ONU. Le groupe djihadiste a étendu ensuite son action au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a estimé illégales ce lundi les investitures successives en Guinée-Bissau de 2 chefs d'État en dehors des cadres légaux et constitutionnels et la coexistence de 2 premiers ministres issus de camps opposés. L'organisation ouest-africaine appelle à mettre fin à l'anarchie dans le pays et s'inquiète de l'immixtion des forces de défense et de sécurité dans la sphère politique. Mais malgré cette mise en garde, le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam, nommé par Umaro Sissoko Embalo, a été investi ce lundi au palais présidentiel. Composé de 19 ministres et 13 secrétaires d'État, le gouvernement a prêté serment en présence de toute la haute hiérarchie militaire.
Nuno Gomes-Nabiam, le Premier ministre nommé, a profité de cette occasion pour présenter ses priorités que sont la sécurité, l'éducation, les services sociaux, même si aucun ministre n'a été nommé au portefeuille de la santé. Dans les discours, pas un mot sur le communiqué de la CEDEAO qui sonne pourtant comme un désaveu pour Umaro Sissoco Embalo. La cérémonie d'investiture de ce lundi soir est donc une fin de non-recevoir adressée à ses détracteurs par Umaro Sissoco Embalo. Les nouveaux ministres devraient s'installer dès ce mardi au palais du gouvernement, toujours contrôlé par les militaires. La Guinée-Bissau a donc désormais 2 gouvernements, malgré le communiqué de la CEDEAO. L'attaque du dimanche dernier a été attribuée à des hommes armés soupçonnés d'appartenir à un gang spécialisé dans le vol de bétail et des kidnappings. Une centaine environ, ils ont attaqué 3 villages dans le nord, tirant sur des habitants, pillant et incendiant des maisons selon la police locale. Le commandant de la police a reçu un rapport sur ces attaques et des hommes sont envoyés dans la zone pour rassembler davantage d'informations, a déclaré le porte-parole de la police de l'État. Un député de Kaduna et des habitants ont quant à eux fait état d'au moins 50 corps retrouvés, un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir. Les bandits ont attaqué le village au moment où les fidèles sortaient des mosquées après la prière, tirant au hasard sur les populations. Les blessés avaient été évacués vers des hôpitaux de la région. Un responsable local a présenté l'attaque comme des représailles aux opérations menées par l'armée dans la région. Les bandits ont accusé les habitants des villages ciblés de fournir des informations sur leur cachette aux militaires. Le mois dernier, 21 personnes, dont 16 membres d'une même famille, avaient été tuées lors d'une attaque similaire contre le village de Bakali dans le district voisin de Jiwa. Cette partie de l'état de Kaduna est devenue ces dernières années un repère de bandits spécialisés dans le vol de bétail et des enlèvements contre rançon. 10 terroristes sécessionnistes ont été neutralisés, dont 3 femmes, lors d'un affrontement entre des militaires et des séparatistes dans la localité de Smaïl Babanki, dans la région du Nord-Ouest, a affirmé le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué. Il a précisé qu'un combattant séparatiste connu sous le sobriquet de Général Fireman fait partie des personnes abattues. Depuis le week-end, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ainsi que des médias en ligne accusent l'armée camerounaise d'avoir tué une dizaine de civils, notamment des femmes et des enfants, lors de cette opération. Le gouvernement parle d'une propagande mensongère et d'allégations totalement infondées et contraires à la réalité des faits. Il a assuré aussi dans le communiqué qu'au cours de cette opération, un fusil d'assaut de type AK-47 et du matériel de combat ont été retrouvés, ainsi qu'un homme otage libéré. Depuis près de 3 ans, l'armée et des groupes séparatistes armés s'affrontent dans les 2 régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les 2 camps sont accusés de perpétrer des crimes et des exactions contre des civils. Le 14 février dernier, 23 civils, dont 15 enfants, 9 de moins de 5 ans et 2 femmes enceintes, sont morts lors d'une opération militaire à Mtumbo, un village du Nord-Ouest, selon l'ONU. Interpellé le 22 février dernier par un activiste camerounais à Paris, le président français Emmanuel Macron avait promis de mettre le maximum de pression sur le président Paul Biya pour que cessent des violences intolérables. Nous avons participé à un bûcher pour incinérer une saisie d'écailles de pangolin, une saisie qui a été opérée en 2017 et en 2018. Donc nous avons pu prouver que non seulement nous luttons contre le braconnage, mais aussi le trafic illicite des espèces protégées. Là, nous avons procédé à l'incinération de quelques 3 tonnes d'écailles de pangolin. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire a aussi saisi plus de 600 kg d'ivoire d'éléphant et procédé à l'arrestation d'une trentaine de trafiquants d'espèces sauvages. Certaines années, c'est au moins 2 années d'emprisonnement, mais nous estimons que ces sanctions ne sont pas assez sévères. Mais je crois que les textes sont en révision. L'essentiel, c'est d'empêcher que des personnes, n'est-ce pas, tant pis dans l'ombre, puissent profiter, n'est-ce pas, de la mort de nos espèces protégées.
Le Sénégal a confirmé ce mardi un deuxième cas de coronavirus. Il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans vivant à Sarcelles dans la banlieue parisienne, arrivé au Sénégal le 29 février dernier. L'état du patient, suivi au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann à Dakar, est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes entrées en contact avec lui et assurer leur prise en charge, a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a par ailleurs décidé ce mardi de reporter jusqu'à nouvel ordre un événement culturel de 3 jours prévu à partir du 6 mars dans la commune de Linger, dont il est le maire. Le report est destiné à faire face à la propagation du coronavirus récemment enregistré au Sénégal, a annoncé le ministre sur Twitter. Un premier cas de coronavirus au Sénégal avait été annoncé lundi dernier sur un Français également, ayant séjourné dans une station de ski de la région Auvergne-Rhône-Alpes en février avant de revenir au Sénégal, où il réside actuellement. L'état de ce patient, marié et père de 2 enfants, également hospitalisé à Fann, continue de s'améliorer, a dit ce mardi le ministère. Un autre patient de nationalité gambienne venant d'Espagne et mis en quarantaine a été libéré lundi après les résultats des tests qui se sont révélés négatifs, selon la même source. Jusqu'à ce mardi soir, le continent africain comptait un cas confirmé au Nigeria, 2 en Égypte, 3 en Algérie et à présent 2 au Sénégal, mais aucun décès.